Messieurs, bonsoir. Il est 19h02, donc nous sommes quasiment dans le bon timing. Donc nous allons pouvoir ouvrir cette séance du conseil municipal qui se passe dans un contexte sanitaire pas complètement alarmant, mais qui doit quand même tous, je pense, nous inciter à une relative prudence et puis donc à éviter les effusions corporelles dans la limite de vos possibilités et de la maîtrise de vos élans. Évidemment, on doit quand même essayer de prendre les choses au sérieux et puis surtout, je crois, me semble-t-il, essayer aussi de donner un petit peu l'exemple à nos concitoyens. Donc évidemment, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je souhaite la bienvenue aussi au public nombreux qui nous a rejoints ce soir. Et aux gens qui ont la gentillesse de nous suivre en direct sur les réseaux ou qui auront aussi, qui manifesteront leur intérêt en consultant en différé cette retransmission du conseil municipal. Sans plus attendre, je vais désigner le secrétaire des séances qui, comme à l'habitude, sera Pierre-Julien Marais et lui demander de bien vouloir procéder à l'appel des membres présents. François Driol. Présent. Marc Monteux. Présent. Nicole Bruel. Présente. Éric Vaucanson. Présent. Hélène Fabre. Présente. Cyril Chapeau. Présent. Céline Montagnon. Présente. Carlin Corvaillat. Présent. Michel Ducreux. Présente. Muriel Spada. Présente. Pascal Galonnet, pourvoir à Carlin Corvaillat. Noélia Séguin. Marie-Claire Grange. Pascal Dumazet. Isabelle Boiscartal. Présente. Stéphane Faverial, pouvoir à Marc Monteux. Emmanuel Robert. Présent. Ludovic Magalaès. Présent. Leila Kebrara. Présent. Marie Montefranc, pouvoir à Éric Vaucanson. Niazi Kara, pouvoir à Cyril Chapeau. Mauricette Moine. Présent. Ludovic Sette, pouvoir à Madame Sorgy. Catherine Sorgy. Présent. Pascal Campeggia. Présent. Baptiste Pépin. Présent. Bernadette Ponson. Présente. Jennifer Rodriguez. Merci Pierre-Julien. Donc je remercie les présents qui nous permettent d'avoir le quorum pour tenir cette séance du conseil municipal. Et bien sûr, j'accorde toutes les excuses aux personnes qui ont été retenues ou empêchées ce soir et qui ont bien voulu établir un pouvoir pour l'un de leurs collègues. Ceci étant fait, il est de tradition d'ouvrir la séance par l'approbation du compte-rendu du procès-verbal du conseil municipal précédent, à savoir le 5 septembre 2022. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques à propos de ce procès-verbal? Non, je ne vois pas de main se lever. Donc je le mets soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Donc on va mettre à l'écran l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui, qui en termes de délibération se trouve être assez restreint. Prenez des forces, puisque les deux prochaines séances seront beaucoup plus denses et importantes. Néanmoins, nous avons 6 points à aborder dans le cadre de l'ordre du jour. Les deux premiers concernent les finances et le personnel. Le troisième concernera la délégation jeunesse, éducation, citoyenneté. Les points 4 et 5 concerneront le patrimoine immobilier, travaux et aménagements. Et le point 6 concernera urbanisme, politique de la ville, sécurité, tranquillité publique. Encore une fois, c'est le périmètre de la délégation concernée. Ensuite, nous aborderons quelques informations diverses sur les décisions, notamment, qui ont pu être prises depuis le précédent conseil municipal. Bon, je pense que vous l'avez tous remarqué, nous avons agrémenté nos différentes diapositives du petit ruban rose dans le cadre de l'opération Octobre Rose. En de nombreux points de la ville, nous avons pu nous-mêmes ou les associations de la commune ou les commerçants nous associer à cet événement qui a vocation à sensibiliser la population sur le dépistage et la problématique du cancer du sein. Une chose importante qui concerne nos mères, nos épouses, nos filles, et donc qui nous concerne tous, tout simplement. Bon, on va rentrer dans l'ordre du jour, si vous le voulez bien. Le premier point concerne un avenant à la convention d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière du patrimoine bâti. Et je vais demander à Nicole Bruel de bien vouloir
rapporter à ce sujet. Oui, merci Monsieur le maire. Alors pour rappel, le Conseil municipal avait approuvé par délibération du 29 janvier 2015 la mise en œuvre du contrat de ville. Le Conseil communautaire a approuvé également le contrat de ville 2015-2020 par délibération du 30 juin 2015. Un protocole d'engagement réciproque et renforcé a été signé par Saint-Étienne Métropole et l'État en janvier 2019, qui prolonge ainsi le contrat de ville jusqu'en 2022. Puis, il a été une nouvelle fois prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, cette convention permet aux organismes HLM qui possèdent des logements sociaux situés dans les 1500 quartiers prioritaires de la politique de la ville de bénéficier d'un abattement de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc, ce dispositif s'accompagne d'une compensation partielle de l'État à hauteur de 40% pour la perte de rentrée fiscale pour les collectivités. Par ailleurs, l'État a introduit une obligation de performance qui engage les organismes HLM dans l'élaboration d'une convention locale d'utilisation de l'abattement, fixant des objectifs et un plan d'action triennal prévisionnel chiffré sur des travaux de résidentialisation et d'entretien. Donc, en 2017, il y a eu la signature d'un avenant numéro 1 pour prolonger le dispositif jusqu'en 2020. En 2021, la signature d'un avenant numéro 2 pour prolonger le dispositif jusqu'en 2022. Et Saint-Étienne Métropole propose aujourd'hui la signature d'un avenant numéro 3 afin de prolonger le délai des conventions initiales jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, le Conseil municipal est appelé à approuver l'avenant numéro 3 à la convention locale d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires, à conclure notamment avec chaque bailleur social concerné et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à les signer. Merci Nicole. Cette présentation appelle-t-elle des observations ou des questions? Pas particulièrement, ça a été très clair, merci. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, approuvé à l'unanimité. Pour mémoire, je rappelle que demain se tiendra une petite cérémonie au quartier de la Chapelle pour marquer l'achèvement des travaux pour la partie qui concerne leur habitat, qui, vous l'avez compris, a pu être en partie financé par cet abattement de taxe foncière. Je tiens à insister sur le fait que c'est la partie des travaux relevant de leur habitat qui est achevée. Pour ce qui nous concerne, il reste beaucoup de choses à faire, notamment au niveau des réseaux électriques, des réseaux d'éclairage public. C'est pour cette raison, comme ça a été expliqué au Conseil citoyen lors de notre dernière rencontre, nous n'avons pas engagé de travaux sur les trottoirs dans l'immédiat, puisque de toute façon, on va être obligé de les défoncer pour faire passer des réseaux électriques. Et c'est seulement à l'issue de ces travaux de remplacement d'une installation électrique vétuste, puisqu'elle a souffert de graves pannes ces derniers temps. On a mis en place une installation provisoire en câble aérien, mais on va essayer de mettre tout ça au propre dans les prochains mois. Et ensuite, effectivement, on remettra tous les trottoirs à niveau et on pourra se féliciter d'avoir mené à son terme la rénovation complète de ce secteur. Voilà pour les informations sur ce sujet. Si vous le voulez bien, on va passer au point suivant qui concerne le tableau d'encadrement, si je ne me trompe pas, tableau des effectifs. Marc, si tu veux bien. Oui, donc c'est pour trois promotions, enfin 2 promotions et puis un changement d'horaire. La première, c'est sur la filière technique. Le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, c'est notre poste de directeur du pôle technique qui passerait donc en ingénieur hors classe à temps complet. Donc de poste d'ingénieur à ingénieur hors classe. Le deuxième poste concerné, c'est technicien territorial, puisque donc la personne qui est en charge du service de l'urbanisme a réussi brillamment un concours et donc il y a une évolution de son poste et on propose de le nommer donc à ce poste de technicien. Le troisième poste, c'est quelqu'un qui rejoint à temps complet les équipes du conservatoire et donc c'est un temps complet 20-20e, puisque c'est sur des 20e que l'on calcule. Sachant que les postes, donc les 2 premiers cités s'agissant de promotion et même le dernier s'agissant d'un changement d'horaire,
feront l'objet d'une suppression pour la position actuelle, donc lors du dépoussiérage que l'on fait régulièrement donc, au cours du premier trimestre 2023. Merci Marc. Cette présentation appelle peut-être des commentaires ou des questionnements? Pas de remarques? Alors je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Merci à tous. Alors le point suivant concerne un avenant à la convention avec l'école privée Jeanne d'Arc pour la saison scolaire entamée. Donc Céline, si tu veux bien. Oui. Donc, avenant à la convention avec l'école privée Jeanne d'Arc, donc comme chaque année, hein, c'est quelque chose qui est récurrent en cette période, on rencontre avec les élus, l'OGEC et la direction de l'école Jeanne d'Arc, et on fixe le montant de la participation de la municipalité. Donc, par suite du contrat d'association conclu entre l'État et l'école privée mixte Jeanne d'Arc, le conseil municipal a approuvé le 28 octobre 2004 une convention avec cet établissement scolaire relative à la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l'école privée. Cette convention a été passée en application des textes régissant les contrats d'association à l'enseignement public conclus par les établissements d'enseignement privé et du décret 2001-495 du 6 juin 2001, relatif donc à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. Elle prévoit en son article 5 que la prise en charge des dépenses de fonctionnement se fera sur la base fixée chaque année par le conseil municipal. Donc, pour mémoire, l'année dernière, on avait apporté une petite modification en différenciant le montant de la subvention apportée pour un élève de maternelle et de primaire. C'est quelque chose qui était logique, puisqu'un élève de maternelle a un coût de revient un peu plus élevé de par la présence notamment des ATSEM en classe. Donc, on va maintenir ce nouveau fonctionnement. Donc, la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l'école privée Jeanne d'Arc pour l'année scolaire 2022-2023 concerne les élèves habitant la commune. Donc, cette année, on part sur un effectif de 140 élèves sur 211 élèves scolarisés dans ce groupe scolaire. Donc là, il y a 139 élèves et il y a un élève qui sera habitant d'Andrézieux qui va arriver pendant les vacances d'automne, donc qui fera sa rentrée après les vacances de Toussaint. Donc, ces 140 élèves, on reste sur les montants donc, qui avaient été décidés. Donc, pour 2022, on versera la somme de 815 € par élève des classes maternelles. Donc, pour 51 élèves, puisqu'on inclut cette future petite élève qui va arriver, ça nous fera la somme de 41 565 € et 755 € par élève des classes élémentaires, soit pour un effectif de 89 élèves, la somme de 67 195 €. Au total, on est donc sur 108 760 € qui sera réparti avec un échéancier, une partie en novembre, comme chaque année, de 54 380 €, la moitié de la somme, et le solde, 54 380 € en février 2023. Donc, on a 3 élèves d'Andrézieux-Boutéon de moins scolarisés sur l'école privée Jeanne d'Arc cette année, ce qui explique la petite baisse du montant total, mais sinon, on n'a pas baissé, nous, la subvention. Voilà, il est demandé d'approuver. Merci Céline. C'est une délibération récurrente. Hein. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Pas de remarques, donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité, je vous remercie. On passe au sujet suivant, qui peut être présenté, porté par M. Monteux, si je ne me trompe pas. Marc, si tu veux bien. Oui, ben, là aussi, c'est un sujet récurrent, hein, puisque chaque année, donc, on est appelé à examiner les comptes des sociétés dans lesquelles nous avons un actionnariat. Et donc, au vu du rapport de gestion qui est établi par ces sociétés, on a une présentation qui doit être faite au conseil municipal par les rapporteurs du conseil d'administration de ces sociétés. La première, donc, il s'agit de Novim. Novim est une SEM, c'est une société d'économie mixte, c'est-à-dire que son capital est détenu à la fois par des actionnaires privés et des actionnaires publics, sachant que les actionnaires publics doivent être donc sont majoritaires au capital. Donc la société Novim, elle est née de la fusion-absorption entre la SEM patrimoniale Loire et la SEDL. Donc ça, c'est une opération qui a été réalisée en 2018. Et donc la société Novim a comme donc, domaine d'intervention toutes les opérations d'aménagement, de construction et puis de gestion patrimoniale, puisqu'elle a repris cette activité au niveau de la fusion.
Donc, la commune d'Andrézieux-Bouthéon fait partie de l'actionnariat, ainsi que donc le département de la Loire qui est majoritaire. On retrouve aussi donc les principales EPCI que sont Saint-Étienne Métropole, Loire-Forêt et donc 3 autres communautés de communes. Ensuite, il y a les villes qui sont représentées. Toutes les grandes villes sont représentées du département, Firminy, Saint-Chamond, Saint-Étienne et 11 autres communes. Mais donc elles sont accompagnées donc dans le capital par la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse d'épargne, le Crédit agricole, Dexia, enfin tous les organismes bancaires majeurs, BPI Finance, le Crédit mutuel et aussi donc les chambres consulaires que sont la Chambre de commerce et la Chambre d'agriculture. Loire Habitat, EDF, Epora et donc la CERL, c'était la même, la sœur jumelle donc de Novim, mais qui agit au niveau de la région lyonnaise, font aussi partie donc du capital. Le conseil d'administration est composé donc de 18, s'agissant d'une ASA, est composé de 18 membres, c'est le maximum qui peut être accepté dans ce style de société. Donc le département étant le principal actionnaire, il y a 8 postes au conseil d'administration, 1 pour le Rouennais, 3 pour les autres collectivités qui sont regroupées en assemblée spéciale et 6 pour l'actionnariat privé. On a donc l'honneur, donc, en tant que commune d'Andrézieux-Bouthéon, d'être le représentant donc, dans l'assemblée spéciale de toutes les EPCI, les communes. Quelques chiffres donc, qui ont été enregistrés donc, sur l'année. Donc, le champ d'activité, donc, c'est bien sûr d'entreprendre donc, toutes les opérations d'aménagement et de construction, comme j'ai pu vous le dire. Cette société Novim intervient notamment donc, sur notre territoire sur 2 projets. Le premier, c'est la ZAIN, qui est conduit par Saint-Étienne Métropole. C'est la zone d'activité d'intérêt national qui se situe sur la zone du Brûlé, et plus particulièrement donc, en propre pour la commune d'Andrézieux-Bouthéon sur le quartier des Terrasses, puisque c'est notre aménageur sur ce quartier. Notre participation est faible pour qu'elle s'élève à 4 000 € sur un total de capital de 5 586 900 €, sachant que justement c'est au vu de la fusion que ce capital a été constitué, mais nous n'avons pas participé à l'augmentation de capital. Donc les chiffres, puisque là c'est l'arrêté des comptes qui a été fait donc, au 31 décembre 2021, les chiffres d'affaires s'est élevé à 14 480 000 €. Il y a un résultat net bénéficiaire de 53 000 €. Le total des produits d'exploitation donc, sont de 8 060 000 €, qui sont à comparer avec les 6 989 000 € faits en 2020. Donc on voit bien qu'il y a une progression du chiffre d'affaires, sachant que 2020, c'était encore une année qui avait été largement entamée donc, par tous les problèmes de la pandémie. L'effectif moyen des salariés donc, sur les 12 mois de l'année 2021 était de 12 personnes, avec donc un effectif en augmentation, puisqu'il y a une personne qui avait été recrutée sur l'année 2021 et qui augmentait les effectifs. 10%. Voilà. Voilà pour le premier. Donc, on n'a pas à voter, c'est de prendre acte de ce rapport de gestion. Toutefois, si vous avez des questions ou des compléments d'information à demander, sachant que donc, vous avez été communiqué l'ensemble des éléments donc, vous ont été fournis et le rapport général de l'Assemblée qui s'est tenu au mois de juin vous a été communiqué. Merci Marc. Est-ce qu'il y a des questions, des précisions là-dessus? Tout est clair entre les documents qui vous ont été transmis et cette présentation synthétique? Parfait. Donc on prend acte et on aborde le sujet suivant qui concerne Cap Métropole. Bon, alors des précisions juridiques. Je vous ai dit tout à l'heure, donc Novim, c'était une société d'économie mixte. C'était mixte, ça veut bien dire qu'il y a un actionnariat privé et un actionnariat public. Là, on va prendre le cas de Cap Métropole, qui est une société qui agit donc de la même façon, mais par contre, c'est une société publique locale. Alors, la différence, c'est que c'est que des actionnaires publics, public local, le terme est bien employé. Donc, c'est toutes c'est Saint-Étienne Métropole et les principales communes qui ont souhaité donc adhérer au capital de Cap Métropole qui sont les actionnaires de cette société. Donc elle a été créée en 2012 et donc son périmètre ne peut concerner que le périmètre de Saint-Étienne Métropole. Et donc elle intervient donc cette société au niveau de Saint-Étienne Métropole quand il s'agit donc de compétences de la métropole, et elle peut intervenir pour les communes qui sont actionnaires pour toutes les opérations communales. Vous voyez que donc notamment, je vais reprendre la liste des communes qui ont adhéré, c'est Saint-Étienne, Saint-Chamond, c'était les historiques avec Saint-Étienne Métropole. Ensuite sont venus donc à l'augmentation du capital et
rejoindre donc les actionnaires initiaux, Firminy, Rive de Gier, Le Chambon-Feugerolles, Andrézieux-Boutéon, Villars, La Ricamaille, Saint-Jean-Bonnefond, Lorme, La Talaudière et plus récemment Génilac et Saint-Martin-la-Plaine. Donc ces communes peuvent, puisqu'elles sont actionnaires donc, de Cap Métropole, confier donc, à cette société des travaux d'aménagement ou des études. On a donc un représentant donc, au conseil d'administration. Donc là, il y a 17 administrateurs. Il y a un poste qui a été gardé pour justement permettre à d'autres villes d'adhérer à cette société et de pouvoir bénéficier d'un poste d'administrateur. Et si elles ne peuvent pas en bénéficier directement, elles se réunissent dans une assemblée spéciale pour être représentées, puisque donc elles doivent être obligatoirement, du fait du contrôle de cohérence, représentées donc, dans les structures de la société. Comme je vous l'ai dit, donc, elle avait été créée en 2012. Pour nous, donc, Cap Métropole intervient, donc, on lui a confié un mandat d'étude pour l'aménagement du parc des Forges, l'ancien site Bariol et d'Avière Industrie, qui se situe donc, sur notre commune, tout près donc, de la Loire. Donc notre participation est beaucoup plus importante puisqu'on a des actions à hauteur de 40 000 euros, soit 5,59% du capital qui est de 716 000 euros. Au 31 décembre 2021, le résultat net, lui aussi, était bénéficiaire de 136 914. Donc il y avait eu un résultat déficitaire au titre de l'année 2020 qui s'expliquait par des reports d'opérations qui n'avaient pas pu se tenir et donc les facturations des prestations n'avaient pas pu tout être établies. Le montant du chiffre d'affaires est de 28 881 000. Vous voyez déjà qu'il y a un volume d'affaires important. Ce qu'il y a, c'est qu'il a comparé, si vous le comparez à 2020, qui est de 5 millions, il faut savoir que c'est des opérations donc, qui rentrent dans l'état des stocks et des produits en cours qui font que ce montant est si élevé. Pour une bonne comparaison, on ne reprend que les produits d'exploitation qui sont 10 775 000 et qui, si comparé à l'année 2020, qui était de 9 060 000. Donc vous voyez qu'il y a quand même bien une augmentation et vous allez pouvoir le juger de façon plus matérielle puisque les effectifs donc sur 2021 en effectif moyen sont passés de 2020 de 15 salariés à 21 salariés en 2021. Les capitaux propres sont passés de 1 152 000 à 1 590 000 euros donc au titre de l'année 2021, au 31 décembre toujours, puisque c'est la date d'arrêté des comptes. De la même façon, on vous demande de prendre acte de ce rapport de gestion. Et de la même façon, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre au mieux. Merci Marc. Donc, ce n'est pas une découverte, on avait déjà abordé cette institution l'année dernière. Néanmoins, s'il y a des interrogations ou des demandes de précision, on est prêt à veiller, à essayer d'y répondre. Ce n'est pas le cas. Bon, nous prenons acte de ce rapport de gestion 2021 et nous pouvons passer au rapport suivant que je vais prendre en charge. Donc, Madame la préfète de la Loire a prescrit une enquête publique concernant un projet d'installation classée soumis à autorisation qui concerne l'entreprise HEF, une entreprise de traitement de surface installée rue Charles Dallière, c'est près du boulevard Benoît-Fournéron. Il s'agit d'une opération de nitruration, à savoir c'est un traitement de surface des pièces d'acier à l'aide d'azote notamment et qui donc produit des déchets. Donc le groupe HEF fait partie des grosses entreprises de la commune. Elle est aussi un leader mondial dans son domaine du traitement des surfaces, donc d'élimination des frottements, dans tous les domaines d'ailleurs, et puis aussi dans des couvertures de protection. Elle utilise une multitude de procédés. Elle est implantée à Andrézieux-Boutéon, mais aussi à Saint-Étienne, où notamment il y a un laboratoire de recherche à Saint-Étienne qui avait reçu une visite du président de la République il y a quelques années, pas l'actuel, le précédent. Donc c'est une entreprise à la pointe. Cette entreprise, comme toutes les entreprises qui sont très engagées dans le domaine sociétal aussi, veut rentrer dans un processus qui a une vocation à être rationnel d'un point de vue économique, bien sûr, mais qui vise aussi à réduire l'impact environnemental en limitant la production des déchets par une réutilisation de ces déchets. Donc, ils produisent des sels, notamment de nitruration,
qui peuvent être récupérés, nettoyés et réutilisés dans le processus industriel, ce qui permet de moins rejeter de déchets, de limiter le recours aux matières premières non renouvelables et donc d'utiliser ce qu'on appelle des matières premières secondaires. Et puis bien entendu aussi de veiller à réduire la consommation d'eau et l'empreinte carbone de ce processus industriel. Il y a un objectif de maîtrise des coûts et puis bien entendu aussi, c'est péjoratif, hein, souvent lorsqu'on utilise ce terme, mais il y a un souci d'être dans ce qu'on appelle le greenwashing, qui consiste à donner une dimension écologique au processus industriel. Donc par rapport à ça, une enquête publique est lancée à partir d'aujourd'hui, 10 octobre, et pour une durée de 1 mois en mairie d'Andrézieux. Donc toutes les personnes susceptibles de s'intéresser à ce projet peuvent venir consulter le dossier, voire rencontrer le commissaire enquêteur. Un registre dématérialisé est aussi accessible sur le lien internet que vous avez sur les yeux et que vous pourrez retrouver sur le site internet de la ville, bien évidemment. Le commissaire enquêteur, comme il est d'usage, rendra un rapport à la préfète de la Loire au bout de 30 jours à la conclusion de son enquête et dans le cadre d'une réunion du conseil de traitement du dossier environnementaux du département, le CODERS, un avis sera rendu à la préfète qui pourra prendre sa décision et prendre l'arrêté d'autorisation pour cette activité. Donc vous l'avez vu sur le plan, on peut peut-être remonter 2 diapositives en amont, s'il te plaît. Voilà, en bas à droite, vous avez le bâtiment existant et la petite extension qui va être déployée pour assurer le traitement de ces déchets industriels et d'une part leur valorisation et d'autre part assurer une partie partielle de leur réemploi. On est dans un processus classique de gestion des déchets. Je ne sais pas si j'ai été clair, si la consultation du dossier vous a éclairé, mais je suis prêt à essayer de répondre à vos questions. S'il y en a. Oui. Madame Sorgi. Oui. Est-ce que vous avez invité directement les habitants qui habitent à 170 mètres les plus proches à aller voir le rapport et l'enquête publique ? Écoutez, c'est l'objet de cette présentation au conseil municipal. Il y a une publicité qui a été faite largement sur cette enquête publique et j'ose espérer qu'effectivement ils ont été touchés par ce dossier. En général, c'est ce qui se passe. Hein. Quand il y a une enquête publique, les gens regardent si c'est pas loin de chez eux et si c'est près de chez eux, ils se manifestent. Alors, d'une manière un peu bizarre, nous sommes amenés à rendre un avis sur cette demande d'autorisation, même si, vous le savez, l'avis qui compte, c'est celui du CODERS. Mais bon, au même titre que le commissaire enquêteur, nous sommes amenés à rendre un avis. Mais ce qui est un peu surprenant, c'est que nous rendons cet avis au début de l'enquête publique. Mais après tout, c'est un avis complémentaire à l'enquête publique. Et comme vous l'avez compris, ce n'est pas le premier dossier de cette nature qui se présente ici. C'est la préfète qui a le dernier mot. Donc je mets aux voix. Qui est contre? C'est un avis. Il y aura un avis défavorable, si vous préférez. Oui, alors justement, donc du coup, je voulais préciser. Je n'avais pas vu que vous demandiez la parole. Non, oui. Nous, on souhaiterait donner un avis défavorable, a priori, au regard du résumé non technique. Donc c'est un recyclage de matières dangereuses avec des habitations très très proches. Ça peut être un petit peu une situation qui se ressemble un petit peu avec ce qui se passe sur la ZAC des Volons. Et on pourrait dire que le bien-être et la tranquillité des habitants pourraient être amoindris. Donc en ce qui nous concerne, notre groupe, ce serait un avis défavorable. Pas de problème. Enfin, je suis curieux. Qu'est-ce qui vous permet de dire que le bien-être des voisins va être affecté ? Ce qui est indiqué dans le rapport qu'a généré la société, donc une petite augmentation du trafic routier puisqu'ils vont recycler les matières. On est sur le dossier HEF là. Ouais, ils vont recycler les matières d'autres usines HEF, donc il va y avoir du trafic qui va s'ajouter pour recycler leurs propres matières. Ils sont sur le même site, vous savez comment ils sont implantés HEF ?
Ils sont Oui. d'un côté de la rue, de l'autre Mais côté de la rue. Vous avez lu le rapport non technique qui Oui. indique justement une augmentation du trafic routier. D'accord. Euh, C'est leur rue, c'est ce que je veux vous dire. Ouais, mais La rue des qui émissions. permet d'accéder à ce bâtiment. Des émissions de gaz en plus, c'est ce qui est indiqué dans le Bon, rapport enfin. technique. Voilà. Recyclage de matières dangereuses, donc émissions d'ammoniac, voilà, etc. Donc, c'est ce qui nous amène à dire que pour l'instant, ça serait un avis défavorable. Pas de problème, j'ai entendu votre formule, c'est un avis défavorable a priori, c'est le terme que vous avez utilisé. Très bien, donc avis défavorable pour ce qui concerne le groupe Changeons de Cap. Il y a d'autres avis défavorables ou suspendus? Non, donc ce sera un avis favorable à la majorité pour le conseil municipal, en insistant sur le fait que nous serons attentifs sur le bon déroulé de l'enquête publique, nous serons attentifs aux conclusions du rapporteur. Je serai présent ou représenté lors de la séance du CODERS et nous veillerons à ce que toutes les précautions liées à d'éventuelles nuisances soient garanties par l'entreprise. Mais encore une fois, votre posture est paradoxale, quoi, parce que je sais que les problèmes environnementaux vous sont chers et à chaque fois qu'une entreprise s'engage dans une démarche vertueuse, vous êtes a priori défavorable. C'est une posture, je ne cherche pas à vous faire changer d'avis, hein. Vous êtes totalement libre de vos opinions. Comme je l'avais annoncé, l'ordre du jour du conseil municipal pour ce qui concerne les délibérations était assez ramassé, assez succinct. Maintenant, dans les informations diverses, avant peut-être, si vous avez des questions à poser sur les décisions prises dans le cadre du périmètre de décision du maire, est-ce que vous avez des questions ou des remarques à formuler par rapport aux documents qui vous avaient été transmis? Oui. Madame Sorgi? Oui, donc c'est pour information pour les habitants. Donc dans les autres domaines, donc on a vu qu'il y avait plusieurs actions en justice, des actions en justice qui ont été amorcées pour le centre de tir. Est-ce que vous pourriez préciser exactement pour information pour les habitants? Pour reprendre l'expression qui vous est chère, pour les habitants, qu'on informe, hein, parce que je vous rappelle qu'on a organisé une conférence de presse, qu'on a eu un article assez important dans le journal, qu'on a développé par un article assez important dans la Vogue Mag. Et ces actions en justice, ce sont les mêmes qu'il y a quelques semaines, vous nous réclamiez où on en était. Donc voilà. On a changé, donc ça reste exactement la même chose. On a pu constater des lacunes dans la réalisation des travaux. Des entrepreneurs à nos yeux, ont été défaillants. Comme on l'avait annoncé il y a déjà, c'était en mois de juin, juillet, hein, quelque chose comme ça, hein, un peu avant. Comme on l'a annoncé avant les vacances, hein, effectivement, on poursuit ces entreprises. Et voilà, on verra si la justice nous rend grâce ou pas. Voilà, j'espère que les habitants sont bien renseignés. Vous avez d'autres questions sur ce domaine? Ok. Donc peut-être un point faux, Nicole, sur la médiation santé. Hein, je pense que ça intéresse nos habitants. Oui, donc à partir de novembre, voire décembre, nous devrions avoir sur la commune une médiatrice santé à mi-temps. C'est l'ARS qui avait fait un appel à projet. Déjà l'année dernière, c'était en route et puis ça s'était un petit peu étouffé. Et donc là, on a eu donc dernièrement une réunion et l'ARS est bien prête à financer un mi-temps sur notre commune pour justement les habitants qui n'ont pas accès aux soins ou qui ont des problèmes pour aller vers un médecin, ne serait-ce que prendre un rendez-vous déjà. Ils seront repérés par nos assistantes sociales ou nos associations de solidarité ou n'importe qui, hein, qui connaît quelqu'un qui soit en difficulté dans sa santé. Et c'est pour permettre, disons, d'être en amont de problèmes plus importants de la santé de nos habitants. Voilà.
Ça, donc dès que cette personne sera recrutée, parce que comme c'est un mi-temps, il va falloir un petit peu, je pense, quelques semaines. Et dès qu'elle sera recrutée, elle sera opérationnelle sur notre secteur. Voilà. Merci Nicole. Pas d'interrogation complémentaire sur cette démarche qui, à mon avis, va dans le bon sens pour nos concitoyens. Avant d'aborder la partie relative aux questions présentées par le groupe Changeons de Cap, je voudrais insister sur le fait qu'on a diffusé, on l'a peut-être à l'écran, le calendrier des prochaines, des conseils municipaux de 2023. Donc on a essayé de mettre en place un calendrier assez rythmé avec des échéances incontournables qui sont le débat d'orientation budgétaire en novembre, le vote du budget en décembre et le vote du compte administratif avant le 30 juin. Donc évidemment, ces contraintes ont été intégrées dans ce calendrier. Vous avez 2 dates sur lesquelles j'attire votre attention, c'est le 6 février et le 18 décembre, parce que malgré tous nos efforts, on n'a pas pu éviter totalement la période de vacances scolaires. Ceci dit, pendant les vacances scolaires, la Terre ne s'arrête pas de tourner. Et je pense que nous devons être, en tout cas, Andrézieux-Bouthéon ne cesse pas de fonctionner et nous devons être en mesure de tenir des séances du conseil municipal. Donc, veuillez noter ces dates sur vos agendas. C'est un calendrier prévisionnel, évidemment, mais a priori, ce seront nos prochains rendez-vous en 2023. Voilà. Ensuite, si vous le voulez bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais vous passer la parole. Je ne sais pas qui est le porte-parole, Madame Sorgi, sans doute. On vous écoute. Comme d'habitude. Alors la première question, suite aux hausses de l'électricité et du gaz, avez-vous réalisé une estimation du surcoût pour notre ville, pour tous les bâtiments communaux? Alors je ne vais pas vous surprendre, je vais passer la parole au trésorier en chef, Marc Monteux, qui va vous donner les informations dont nous disposons. Oui, alors une estimation, on est en train de les réaliser au plus juste, puisqu'on est en préparation budgétaire, hein, vous ne l'ignorez pas, hein, puisque ça a été annoncé. Le prochain conseil municipal, on parlera déjà des orientations. C'est vrai qu'on est soucieux de ce phénomène d'augmentation, hein, que tout le monde subit. Et pour preuve, puisque lors d'une séance donc, du conseil municipal, il a été déjà inscrit lors d'une décision modificative un supplément donc, pour couvrir déjà les frais que l'on pensait avoir donc, sur l'année 2022. Donc c'est déjà une première estimation. A priori, donc, nous, on n'aura pas à réajuster d'ici la fin de l'année donc l'estimation que l'on avait envisagée. Enfin, tout le moins, on l'espère, parce que sinon, ça serait très grave, parce que là, on aurait des gros dépassements sur novembre et décembre, mais là, ça serait pour l'intégralité des contributeurs. Hein. Donc là, on est couvert. Sur l'année 2023, c'est vrai qu'on a la chance, si c'est une chance, c'est d'avoir souscrit des contrats par l'intermédiaire de l'UGAP. Hein. L'UGAP, je vous rappelle, c'est un organisme qui permet donc de regrouper les marchés au niveau des collectivités et qui nous permettent de maîtriser un peu plus que les autres, peut-être nos prix, avec notamment notre fournisseur de gaz, avec le gaz de Bordeaux. On escompte quand même une hausse significative, hein, puisqu'elle se rapprochera entre 40 et 50%, donc par rapport à ce que l'on a connu sur les années précédentes, en année normale, hein, je parle. Ce qu'il y a, c'est que le souci ne porte pas, comme vous le soulignez, sur l'énergie, mais ça va beaucoup plus loin, hein, parce que c'est aussi le prix des matières hein, qui augmente, mais toutes les matières, hein, ça va du papier, ça va de l'alimentaire, tout est en augmentation. On le voit aussi, et puis on a pu le constater, et vous l'avez relevé aussi, hein, je l'espère, c'est sur les travaux, hein, puisque les appels d'offres les dépouillements que l'on fait des réceptions des appels d'offres, on s'aperçoit qu'il y a une inflation qui est constatée sur tous les produits hein, et toutes les prestations. Donc c'est vrai que ça remet en cause certains projets en examinant hein, et en essayant de trouver des sources d'économies. Mais c'est difficile hein, parce qu'en période d'inflation, on ne peut pas non plus trouver que ces économies telles qu'on souhaiterait. Mais on a pour le moment nos estimations, donc je vous rassure, sur l'année 2022, on est bon, et sur l'année 2023, donc on espère, grâce à nos contrats, pouvoir être dans les inscriptions budgétaires telles qu'on les prévoit. Oui, vous avez un représentant de Changeons de Cap qui participe à la commission d'appel d'offres statutaire et aux commissions marché que nous réunissons et à laquelle nous souhaitons vous associer pour être
transparent pour toutes nos opérations d'achat. C'est un souci, c'est une incertitude forte, effectivement, sur toutes les opérations qu'on conduit, sur toute la gestion. Maintenant, encore une fois, pour je pense, vous rassurer, mais aussi rassurer les habitants, j'ai eu l'occasion de le dire à un certain nombre d'entre eux qui m'ont questionné directement. J'ai même eu l'occasion d'en parler avec la presse par rapport à beaucoup de choses, un peu des gesticulations pour moi ou la volonté de créer le buzz. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation à dire on va refuser de payer nos factures d'électricité, on va purement et simplement fermer des services publics, des services municipaux. On n'en est pas là. Évidemment qu'on pourra être amené à réduire la voilure, à peut-être différer des investissements, les décaler, les reporter. On va être très responsable en matière de gestion des deniers publics. Ça fera l'objet des discussions que nous aurons lors du prochain conseil municipal dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire, parce que vous l'imaginez bien, sur le budget 2023, on va être obligé de tenir compte de cette dérive, même si personne n'est capable de dire jusqu'où la dérive inflationniste va aller et combien de temps elle va durer. Bon, néanmoins, on est obligé d'être un petit peu dans la prévision, mais en tout état de cause, aujourd'hui, sur le budget 2022, on peut annoncer qu'on ne se mettra pas en situation de cessation de paiement, et fort heureusement. On a répondu à votre question ? Eh bien, je vous laisse aborder la question numéro 2, alors. Oui, nous avons vu sur une publication sur Facebook qui informait d'une rencontre entre Monsieur le maire, Jean-Pierre Tête et l'association des riverains de la ZAC des Volons, la DRAV. Pouvez-vous nous informer de la nature des échanges ? Oui, alors cette réunion a fait suite à une sollicitation des adhérents de la DRAV auprès de notre nouveau député. C'est normal, ils avaient rencontré Julien Borovzik, qui est député sortant il y a presque un an déjà, hein. Et donc il était légitime qu'il souhaite rencontrer Jean-Pierre Tête, le nouveau député de notre circonscription. Jean-Pierre Tête a souhaité recevoir les représentants de la DRAV en présence du maire de Vauches et de moi-même, de manière à ce que l'échange soit le plus transversal possible entre les autorités élues, je dirais, et les représentants de cette association. Bon, j'ai eu l'occasion de le dire à son président récemment. Nul n'est tenu à être présent 365 jours par an sur la commune. Malheureusement, il n'était pas là. Donc, on a reçu 4 représentants de cette association, tous vauchois, ce qui témoigne du relatif impact de ce projet sur notre commune. Je ne sais pas comment je dois l'interpréter. Toujours est-il que cette réunion a permis aux gens de la DRAV d'exprimer toutes leurs inquiétudes, mais qui du coup portent au moins autant, sinon plus, sur les autres sites industriels que celui de Soforec. Mais bon, leurs inquiétudes globales en matière de trafic, enfin tout, je ne veux pas y revenir sur tout ce que vous connaissez. On a refait l'historique du dossier, on a Gérard Dubois, maire de Vauches, Jean-Pierre Tête, député de la circonscription, et moi-même, insisté sur le fait que nous sommes vigilants à ce que les prescriptions de l'ADREAL et donc de Madame la préfète soient intégralement respectées, sans réserve, sans nuance. En ce sens, nous avons aussi indiqué que nous avons déployé un dispositif de comptage des véhicules actuellement, puisque Soforec ne sera pas en service avant la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine, de manière à pouvoir mesurer en temps utile l'évolution du trafic routier sur ce secteur. Nous sommes attachés à la légalité des choses. Pour Soforec, pour les autres entreprises qui, suite à notre demande, ont toutes fait l'objet de contrôle des services de l'ADREAL, ont fait l'objet de prescriptions. La réalisation de ces prescriptions sera vérifiée par les services de l'État. Nous sommes en relation étroite avec les services de l'État sur ce dossier. Et puis on a aussi eu l'occasion de rappeler que puisque les gens de la DRAV étaient venus avec des documents, des vues aériennes, hein, de la situation de l'habitat il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans et plus récemment. Et c'est vrai qu'on voit se construire des maisons tout autour de ce site, de cette zone d'activité. Et ça m'a donné l'occasion d'expliquer que mes prédécesseurs, et moi-même plus récemment, parce qu'il m'est arrivé de délivrer des permis de construire
pour des maisons aux abords de cette zone d'activité. Pas plus que nous étions en capacité de refuser le permis de construire sauf forêt, que nous étions en capacité de refuser les permis de construire pour les particuliers qui ont souhaité acquérir des parcelles et construire des maisons à proximité de cette zone d'activité. Maintenant, le challenge, il est là. On a respecté le PLU, clairement. Maintenant, le challenge, il est là, faire en sorte que la coexistence entre les riverains et ce site industriel soit la plus apaisée possible. Et ça, l'avenir nous le dira. Voilà quelle a été la nature de nos échanges. On a tout simplement renouvelé les engagements qui avaient déjà été pris précédemment. Merci. Dernière question. Proposition en plus. Pour le budget 2023, est-ce que le CCAS sera en mesure d'émettre une proposition pour aider les familles les plus en difficulté face à la hausse des prix ? Seriez-vous en mesure de mettre en place une initiative ? Alors, je vais laisser le soin à Nicole Le Brullet de vous rappeler quel est le rôle du CCAS et quels sont ses engagements en la matière. Mais quand vous parlez de demander au CCAS d'émettre des propositions, les propositions, elles viennent de nous. Et le CCAS fait partie de nos bras armés, comme d'autres services municipaux ou même des services départementaux ou autres, en matière d'accompagnement social de nos habitants dans ce contexte particulier, mais d'une manière plus générale. C'est la mission du comité communal d'action sociale de se porter en soutien auprès des précaires. Madame Moine de votre équipe participe régulièrement à nos séances de conseil d'administration. Je pense qu'elle peut en témoigner, j'espère. J'espère que vous n'allez pas me déjuger, mais nous sommes en permanence au plus près, nous tenons en permanence au plus près des personnes en difficulté, quel que soit le contexte. Celui d'aujourd'hui est susceptible d'aggraver quelques situations, mais c'est un comportement général. Mais Nicole, tu peux peut-être faire un petit rappel. Oui, je voudrais bien rappeler quand même que la vocation première du CCAS, c'est d'accompagner les familles en difficulté. Bon, on a, dans le cadre des aides facultatives, une somme qu'on alloue dans le budget du CCAS chaque année pour justement ces cas-là. Et cette année, comme l'année dernière, on n'a pas encore utilisé toute l'enveloppe. Chaque fois qu'on a des demandes, Madame Moine peut en affirmer, on accepte pratiquement toutes les demandes, parce que c'est des demandes particulières de gens qui ont des difficultés, soit pour se soigner, parce qu'on a des soins, on a aussi des loyers, on a des factures d'électricité, on a même des funérailles qu'on a eues. Voilà, on essaye d'accompagner ces personnes-là. Donc, quand vous disiez mettre en plus, moi, cette année, je vous dis, l'enveloppe n'est pas encore utilisée tout entière. Et je ne pense pas qu'à la fin de l'année, elle le sera. Donc, si au cas elle était toute utilisée, on remet en question avec le conseil d'administration et on dit il faut mettre un petit peu plus dans cette enveloppe. Mais pour l'instant, elle n'est pas utilisée à 100%. Et en matière d'initiative de notre part, oui, lors du conseil municipal de novembre, nous aborderons les subventions aux associations. Parmi ces associations, il y en a plusieurs qui sont impliquées dans l'aide sociale, dans le soutien aux personnes en situation de précarité. Forcément, on sera attentif aux demandes qui vont nous être formulées par ces associations d'une manière particulière. Et puis de la même manière, dans nos orientations budgétaires au moment du vote du budget au mois de décembre, on sera amené en fonction, là aussi, du diagnostic qui aura pu être posé, peut-être de revaloriser la contribution de la ville au budget du CCAS pour être en capacité d'accompagner, même si aujourd'hui, on ne va pas se mentir, les clignotants ne s'allument pas. Donc on n'est pas dans une situation immédiate alarmante, mais bien entendu qu'on sera très vigilant là-dessus. Oui, et puis peut-être pour terminer, tous les deux mois environ, on a une réunion avec les 4 associations du pôle des solidarités, le CCAS, Pierre Valdo, Adoma, le département. Et là, on fait le tour un petit peu de comment ça se passe. Chacun dit, nous, on est en augmentation. Nous, finalement, non, parce que, il y a des endroits où ça augmente, des endroits où ça n'augmente pas. Et on fait un petit peu le bilan de tout ça. Donc, ce qui nous permet d'avoir une situation de notre commune
enfin, voilà, dans la solidarité, en fait. Donc, il y a le département fait énormément de choses aussi, la municipalité également. Toutes nos associations sont toujours là, les 4 associations du pôle des solidarités, et je peux vous dire qu'elles travaillent beaucoup. Je crois qu'on a une commune qui est très très bien organisée, soudée, solidaire. Voilà, moi je terminerai par le mot solidaire parce que je vois très peu de communes qui sont aussi bien ficelées dans tout ce domaine de la solidarité. Voilà. Et tout le monde se parle. Et cette réunion là qu'on a tous les 2 ou 3 mois, c'est fait pour ça, pour se parler. Voilà. Et puis les assistantes sociales échangent beaucoup entre elles. Quand il y en a une, c'est pas, elle envoie à une autre. Enfin voilà, si c'est pas son domaine ou qu'il y a des choses en particulier, on a plein de choses sur notre commune et elles servent tous les jours. Tous les jours, je peux vous le dire, c'est bien utilisé. D'accord. Donc en fait, nous, c'était plus dans l'esprit d'initiative, pas dans l'attente de la demande de. C'était un petit peu plus dans l'esprit d'initiative. Vous revendiquez de faire beaucoup de propositions. On vous écoute. Qu'est-ce que vous nous proposez? Comme ça, je viens de vous poser la question. Quelle initiative proposez-vous? Celle-ci, celle de proposer aux gens en votre l'initiative que vous proposez, c'est de nous proposer de prendre des initiatives. Par exemple, le budget que vous avez, vous dites que vous avez, peut-être que vous n'allez pas l'utiliser entièrement. Qu'est-ce que vous allez en faire du coup de ce budget qui sera restant? Non. Pardon? Mais non. 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 Le budget, quand il n'est pas utilisé, il sert à autre chose, au CCAS, automatiquement. Hein. Mais nous, on ne demande qu'une chose. De toute façon, on répond à toutes les questions, hein, Madame Moine, vous en êtes... voilà. Vous pouvez confirmer. Hein, il y a rarement des cas où on refuse. Tout le monde n'est pas d'accord autour de la table, hein, en matière de solidarité. Hein, tout le monde n'est pas d'accord. Mais... Hormis de se faire un restaurant, je pense que... ce qui serait peut-être pas avec un autre argent, je l'entends, peut-être pas mal. Oui, j'ai bien compris, heureusement d'ailleurs. Mais peut-être que Madame Sorgi le voit dans le sens de dire, au vu de tout ce qu'on entend en ce moment par les médias, mais on sait aussi qu'également les médias ont l'habitude de faire peur et de gonfler les choses, malheureusement. Mais on se disait, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas anticiper en plus? Alors, on a une ligne qui est faite justement pour tout ce que vous expliquez, hein, pour aider les personnes, toutes les demandes qu'on a. Hein. Et je vais dans le même sens que vous et vous, pour ne pas vous contrarier et dire que tout est bien réglé de ce côté-là. Mais peut-être attribuer une ligne spécifique juste pour les gens qui éventuellement pourraient faire des demandes au niveau des énergies. Mais ça rentre dans ce domaine-là, ça en fait partie. Hein. Mais si ça devenait malheureusement un peu trop récurrent, peut-être en faire une ligne et le détacher des autres demandes qu'on a qui sont serait différentes. dans les aides facultatives, hein, disons qu'on augmenterait l'enveloppe. Hein. Mais vous avez vu déjà nos habitants, on leur a permis d'avoir une mutuelle qui est très avantageuse. Donc là, ils ont gagné dans leur pouvoir d'achat, on peut dire. Hein. Donc on a fait quand même, je pense qu'on essaye de faire en sorte que nos habitants puissent s'y retrouver et leur améliorer leurs conditions de vie hein, aussi. Hein. Bon. Si. Pour répondre à votre question, on a eu l'information qu'il était peut-être possible de contracter des contrats groupés d'achat d'énergie. On est en train d'étudier la question. Maintenant, on est prudent parce que pour le moment, le périmètre juridique n'est pas bien clair. Donc, on essaye de faire, je vais encore parler français là, on essaie de faire du benchmarking, d'essayer de profiter de l'expérience des autres pour voir si c'est réalisable. Ce serait une opération qui pourrait s'apparenter un petit peu dans l'esprit de ce qu'on a fait avec la mutuelle. Hein. C'est dans la même philosophie. Donc, semble-t-il, des petites communes se sont engagées là-dedans. C'est peut-être plus difficile à la hauteur de notre commune. Je distingue bien les cas particuliers qui, eux, sont gérés par le CCS. On a les moyens de le faire et on aura les moyens de le faire à l'issue d'enquête sociale. Là aussi, je veux quand même rassurer tout le monde, parce que ça va dans les deux sens. Hein, parce que vous le savez, vous le savez peut-être pas, Monsieur Sett n'est pas là, mais les gens qui participaient au conseil municipal dans le mandat précédent, on nous reprochait de trop en faire et de développer l'assistanat. Une partie de l'équipe municipale, un de vos colistiers, nous reprochait beaucoup d'abuser. Alors, il a été colistier pendant un mois. Hein.
Après, il a siégé à part. Mais voilà, parce que comprenez bien que moi, je suis soucieux d'être à l'écoute de tous les habitants d'Andrézieux-Bouthéon. Et il y a toujours des gens qui pensent qu'on en fait trop et d'autres qui pensent qu'on n'en fait pas assez. Hein. Donc, on essaie de trouver la juste mesure. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'on en fasse trop. D'abord, on s'appuie sur des professionnels. Nos travailleurs sociaux ne font pas au gré du vent, à la tête du client et autres. À chaque fois, il y a une enquête sociale qui est fouillée, qui n'est pas facile. Et chaque fois qu'on nous présente des demandes d'aide, et c'est vrai, tous azimuts, ça peut être pour le rapatriement d'un corps, ça peut être pour les choses les plus diverses, mais donc ça peut être aussi pour chauffer les gens hein, ou les éclairer, pourquoi pas. Donc on est vraiment dans cette approche sur les cas particuliers aujourd'hui. Alors aujourd'hui, dans 6 mois, si les factures d'électricité, je ne sais pas, je rencontre des entrepreneurs, moi, qui me disent qu'on leur annonce des augmentations de 500%. Je comprends leur inquiétude. Et puis si ça se traduit dans cet ordre de grandeur pour les particuliers, ça va poser un souci. Bon, ben, je compte sur le gouvernement, là, parce que c'est son rôle pour intervenir. Mais bon, dans la situation d'aujourd'hui, on est capable de faire face aux situations particulières. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit essayer d'être vigilant et donc d'avoir des idées. Pour ça que si vous en avez, on est preneur. On est à l'écoute des propositions de tout le monde. Ça s'adresse aux habitants, ce que je suis en train de dire. On est à l'écoute des propositions qui peuvent être faites. On verra à ce qu'elles puissent être réalistes et rationnelles. Mais pourquoi pas. Et dans ces ordres, et on est aussi à l'affût de ce que font les autres. Et dans ce que font les autres, il y a on a détecté récemment qu'il y a des prestataires hein, qui proposent de piloter, parce que c'est un travail de courtage. Hein. C'est comme la mutuelle, hein, on n'a pas pu traiter en direct. Il y a un travail de courtage et donc on est en train de tâter le terrain sur le sujet. Bon, c'est beaucoup trop balbutiant pour que je puisse en dire plus aujourd'hui, mais c'est une idée parmi d'autres. Si je peux compléter par rapport à l'énergie, il faut savoir qu'il y a un fonds légal pour aider à payer les factures d'énergie qui s'appelle le Fonds de solidarité logement, qui est géré par Saint-Étienne Métropole et qui n'est pas non plus sollicité autant qu'il le pourrait, parce qu'effectivement, il y a des fonds qui... Et c'est la première démarche que font les travailleurs sociaux avant de saisir la mairie. Il y a des fonds légaux qui existent, qui sont faits pour l'énergie, pour l'eau, etc. Voilà. Et ce fonds n'est pas sollicité... enfin, il reste beaucoup de crédits. Donc, voilà. Donc, il y a des aides qui existent. Voilà. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas d'aide, il y a des aides qui existent. Est-ce que les gens savent? Alors, l'interlocuteur, c'est le travailleur social. Donc, dans la mesure où ils saisissent un travailleur social, ils ont l'information. Et le social oriente. Si ce n'est pas la commune, si c'est le Fonds social de solidarité, c'est le département, voilà, ils orientent en fonction de la famille, du cas. Voilà. En fait, la situation qu'on ne sait pas gérer, et ça nous est arrivé d'avoir un cas qui remonte au CCAS, justement, c'est les gens qui, effectivement, souffrent en silence, qui sont tellement isolés et tellement précaires qu'elles vivent leur précarité en la cachant, parce que bien souvent, ça s'accompagne d'un sentiment de honte, hein, d'un sentiment d'abandon de la famille aussi. Ça nous est arrivé, c'est les voisins, hein, je crois, qui nous ont alertés de mémoire. Hein. Et là aussi, à la limite, c'est peut-être aussi un appel qu'on peut lancer à nos habitants. Le pire de tout, dans ce genre de cas, c'est l'indifférence du voisinage. C'est difficile, hein. C'est difficile de s'ingérer dans la vie de son voisin. Ça vaut pour la maltraitance des enfants, ça vaut pour les violences conjugales, et ça vaut aussi pour la lutte contre la misère. Et malgré tout, si je peux profiter de ce conseil municipal, c'est effectivement, encore une fois, il y a des travailleurs sociaux dont c'est le métier. Donc il ne s'agit pas de montrer du doigt, il ne s'agit pas de dénoncer, ce n'est pas du tout ça. Il s'agit de signaler et de nous aider à trouver les bons leviers, parce que ces leviers, ils existent. Clairement, on a les moyens d'aider ces personnes en difficulté. J'insiste, dans la limite du raisonnable, sans tomber dans l'assistanat, parce qu'après, on déborde. Mais on est en capacité d'aider. Je n'ai de cesse, vous m'avez sans doute déjà entendu le dire, Andrézieux-Bouthéon a la réputation d'être une ville riche. Je conteste toujours un peu en disant que c'est une ville qui a des ressources importantes, mais ce n'est pas une ville de riches. Nous avons sur notre territoire, c'est incontestable, des personnes qui sont en difficulté, au service, à nous,
à nous tous, hein, de les repérer, de les mettre dans les mains des professionnels, et on a la capacité de leur porter assistance. Dans la limite du droit, permettez-moi d'insister là-dessus, dans la limite du droit, parce qu'il y a un sujet auquel on se confronte, c'est les personnes qui sont déboutées du droit d'asile, où là, effectivement, nous sommes sollicités en tant que collectivité, en tant que mairie, et clairement, porter assistance à des personnes qui sont en situation illégale sur notre territoire, eh ben, c'est plus dans la limite de nos compétences, ça sort des limites de notre compétence. C'est le rôle de l'État de gérer ces situations, et ça, c'est pas simple. Et ça, c'est pas simple. On a eu à gérer plusieurs situations, surtout qu'on est pris entre deux fers, parce qu'à côté de ça, le législateur rend obligatoire la scolarisation des enfants de ces familles. Donc, quelque part, on les accueille à l'école, parce que c'est obligatoire, mais en même temps, l'État dit à ces gens que vous ne devez pas rester là, vous devez circuler. C'est très compliqué. Alors, à Andrézieux-Bouthéon, ça reste sur quelques cas particuliers. Les associations prennent leur relais, jouent leur rôle, mais elles aussi, elles marchent, elles avancent en terrain explosif. Et je dirais que c'est peut-être là où on atteint les limites de notre potentiel. En dehors de ça, on pourra et on sait faire. Pas d'autres demandes de prise de parole? Eh bien, je vous propose de conclure ce conseil municipal, comme d'habitude, en vous donnant rendez-vous à la prochaine séance qui donc se tiendra le lundi 21 novembre. Et puis en vous rappelant à tous que vous devez émarger avant de quitter la salle. Je vous remercie pour votre participation active. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis entre-temps, il y aura eu des vacances scolaires pour ceux qui pourront. Profitez-en bien. Et n'oubliez pas de militer pour Octobre Rose et de participer à notre marche qui se tiendra c'est un samedi ? Samedi 22 octobre, entre 8h30 et 12h30, Rendez-vous sur au les camp. bords de Loire. Venez nombreux, montrez-vous solidaires une fois de plus. Bonne soirée à tous, merci à nos spectateurs, merci à nos techniciens aussi qui assurent la retransmission. Et à bientôt.